Bonjour tout le monde. Nous allons parler aujourd'hui des applications technologiques de la polarisation. Nous allons commencer par quelques observations expérimentales considérant un champ incident polarisé elliptiquement ou circulairement, et nous allons placer une grille métallique dont les fils conducteurs sont verticaux, suivant la direction de propagation de l'onde incidente. Le champ transmis, ça sera un champ de polarisation rectiligne et c'est une polarisation horizontale. Maintenant, si on considère une grille dont les fils conducteurs sont horizontaux, la polarisation de l'onde transmise, c'est une polarisation verticale. Donc, on remarque que la grille polarise le champ perpendiculairement à ces fils métalliques, et ceci peut s'expliquer par plusieurs considérations physiques, dont les oscillations des électrons qui vont créer un champ qui va s'opposer au champ suivant la direction des fils et ne laisse passer que le champ perpendiculaire au fil métallique. Ce processus physique ne se passe que si la distance entre les fils est de l'ordre de la longueur d'onde lambda. Donc, si je considère par exemple les ondes centimétriques dont la fréquence sont de l'ordre de 10 GHz, il faut placer des fils métalliques dont la distance est de quelques centimètres, de l'ordre de 4 à 5 centimètres. Comme application de la grille métallique, le film polarisant. En effet, les physiciens ont eu l'idée de prendre un film en plastique d'alcool polyvinylique dopé à l'iode et de l'étirer suivant une direction particulière. En effet, en étirant le film, les molécules en polymère vont s'aligner et vont construire l'équivalent d'une grille métallique. Donc, si on observe microscopiquement le film, on remarque qu'il est constitué de molécules allongées et étirées suivant une direction bien définie. Ces molécules sont presque parallèles et constituent l'équivalent d'une grille métallique. Et par suite, le film va jouer le rôle d'un polariseur tel que son axe est perpendiculaire à l'alignement des molécules. En effet, c'est ce qu'on appelle un film polaroïde et il possède une application très importante et il est largement utilisé comme film polarisant. En effet, il y a d'autres techniques pour construire des films polarisants. Par exemple, on prend des monocristaux sous forme d'aiguilles, des monocristaux bien sûr conducteurs, on les oriente en utilisant un champ magnétique statique et on les place entre deux feuilles transparentes et on les colle et on obtient ainsi un film polarisant. Considérons un polariseur P dont l'axe passant est parallèle au vecteur unitaire U. Et considérons une onde électromagnétique qui se propage perpendiculairement au plan du polariseur et elle est représentée par le champ électromagnétique EI. À l'instant T, ce champ électrique il fait un angle alpha avec l'axe du polariseur. Et donc, on peut écrire vectoriellement EI comme étant la somme d'une composante perpendiculaire à l'axe du polariseur et une composante parallèle à l'axe du polariseur. Sachant que le polariseur ne laisse passer que la composante qui est parallèle à son axe, donc le champ transmis E transmis, il va s'écrire EI parallèle, donc il va se limiter à la composante parallèle à l'axe du polariseur. Donc, en effet, le champ transmis, il va s'écrire EI parallèle. Donc, si on fait la projection du champ incident par rapport à l'axe du polariseur, le champ transmis, il va s'écrire donc EI fois cosinus alpha. Il sera porté par le vecteur unitaire U. Le module du champ transmis, ça sera égal à EI fois cosinus alpha. Et on remarque ici deux cas particuliers qui sont intéressants. Le cas alpha égale à 0 ou pi,
le champ donc il sera d'amplitude maximale, et le cas où alpha égale à plus ou moins pi sur 2, et dans ce cas le cosinus alpha il est égal à 0, et donc le champ transmis il sera égal au vecteur nul. Il faut retenir une chose, c'est que seule la composante parallèle à l'axe du polariseur est transmise, et le module du champ transmis est proportionnel à cosinus alpha. Ici, on considère l'intensité qui est proportionnelle au module au carré du champ, donc l'intensité sera proportionnelle à cosinus carré alpha. Et ceci sera traité dans la diapositive suivante. Nous allons traiter maintenant le dispositif suivant. Nous avons une lampe dont la polarisation de l'onde transmise est soit elliptique, soit circulaire, soit naturelle. Nous allons placer un premier polariseur P1 dont l'axe est porté par la direction delta 1. Nous avons un deuxième polariseur P2 dont l'axe est porté par delta 2, et entre delta 1 et delta 2, il y a un angle alpha. Donc, le champ polarisé elliptiquement, en passant à travers le polariseur P1, sera polarisé rectilignement. Et uniquement la composante qui est parallèle à delta 1 qui va être transmise. Maintenant, ce champ, il va faire un angle alpha avec le deuxième axe du polariseur P2. Donc, si je reviens à ce que nous avons dit dans la diapositive précédente, uniquement la composante qui est parallèle à l'axe P2 qui va traverser le deuxième polariseur P2. Et donc, le champ transmis final, ça sera dirigé suivant la direction de U P2. Et il fait un angle alpha avec le champ EI. Donc, le E transmis, il va s'écrire carrément EI fois cosinus alpha. Et il sera dirigé suivant le vecteur unitaire UP2. Et donc, l'intensité, elle sera proportionnelle au module du champ transmis au carré. Donc, elle sera proportionnelle à cosinus carré alpha. Et donc, si je place les deux axes du polariseur, l'un perpendiculaire à l'autre, donc l'angle alpha, ça sera égal pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. On parle dans ce cas de polariseur-analyseur croisé. Donc cosinus alpha, ce sera égal à 0. Donc l'intensité, ce sera égal à 0. Et donc on voit ici l'intersection entre les deux polariseurs ne laisse rien passer. Maintenant, pour un angle alpha compris entre 0 et pi sur 2, le cosinus, ça sera compris entre 0 et 1. Et donc, l'intensité transmise, ça sera inférieur à l'intensité I0 initiale, puisque l'intensité, ça sera égal à I0 fois cosinus carré alpha. Maintenant, si je prends les deux axes du polariseur, l'axe de P1 et l'axe de P2, qui font un angle soit de 0, soit de pi. Donc, le cosinus alpha, il est égal à plus ou moins 1. Donc, le cos carré alpha, ça sera égal à 1. Et donc, l'intensité I, ça sera égal à l'intensité I0. Et on voit que l'intersection, elle est claire et elle laisse passer toute l'intensité. En effet, puisque l'intensité, elle est proportionnelle au champ au carré, donc, elle va s'écrire comme étant l'intensité initiale fois cosinus carré de l'angle alpha. Et cette loi, on l'appelle la loi de Malus. Nous venons de voir qu'une grille métallique ne laisse passer que le champ électrique qui possède une direction perpendiculaire à ses fils conducteurs. Donc, si je considère un champ polarisé elliptiquement ou circulairement, si je fais traverser ce champ à travers une première grille telle que les fils sont horizontaux, le champ qui va être transmis sera un champ polarisé rectilignement, mais c'est un champ vertical, donc perpendiculairement aux lignes de la première grille.
Maintenant, si je place une deuxième grille, maintenant, dans cette deuxième grille, les fils sont verticaux. Le champ il est vertical, les fils sont verticaux, donc le champ transmis sera égal à 0. En effet, l'association de ces deux grilles est équivalente à un quadrillage composé de fils horizontaux et de fils verticaux. Les fils horizontaux vont bloquer le champ vertical, les fils verticaux vont bloquer le champ horizontal. Et en finale, le champ total sera égal à 0. Ce quadrillage constituera une application technologique que nous allons discuter plus tard. Revenons à notre grille et à notre quadrillage métallique. Si on observe l'hublot d'un four à micro-ondes de près, on remarque qu'il est couvert d'une grille métallique. En effet, cette grille métallique, c'est l'équivalent du quadrillage métallique dont nous avons parlé auparavant. Cette grille, elle empêche le champ micro-ondes de sortir du four, et ceci par mesure de sécurité et pour la santé de l'utilisateur. En effet, le four à micro-ondes fonctionne à une fréquence de 2,5 GHz, donc une longueur d'onde lambda de 12 cm, alors que la taille de trou elle est de quelques millimètres. Donc nous avons la condition lambda supérieure ou égale à la taille du trou pour avoir un champ transmis à l'extérieur égal à 0. Par contre, en utilisant un four à micro-ondes, on arrive à voir de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, la lumière visible, elle arrive à traverser le hublot couvert de la grille. Pourquoi? Parce que la lumière visible, elle possède une longueur d'onde comprise entre 0,4 et 0,8 micromètres. Donc, elle est de l'ordre de 10-7 mètres. Et cette longueur d'onde, elle est très inférieure à la taille du trou. Donc, le quadrillage métallique n'a pas d'effet sur cette longueur d'onde. On rappelle que pour que le quadrillage puisse annuler le champ, il faut que la dimension entre les fils métalliques soit inférieure ou égale à la longueur d'onde de l'onde incidente. Passons maintenant à une autre application de la notion de polarisation. Et nous allons commencer par une observation expérimentale. En effet, considérons une onde polarisée elliptiquement ou circulairement. Cette onde, elle tombe en un point d'incidence sur un plan séparant deux milieux, l'un d'indice N1 et l'autre d'indice N2. En effet, si l'angle d'incidence est égal à IB, c'est l'angle de Brewster, l'onde réfléchie, elle sera polarisée rectilignément. Et donc, en effet, la réflexion, suivant un angle IB, qu'on appellera l'angle de Brewster, elle génère un changement de polarisation et on passe d'une polarisation elliptique ou circulaire à une polarisation rectiligne. Ceci sera appliqué dans les lunettes anti-éblouissement ou bien les filtres polarisants. Et nous allons décrire ceci dans la diapositive suivante. En effet, considérons un skieur. En effet, le soleil, nous avons des rayons directs qui parviennent à l'œil de l'observateur et nous avons des rayons qui vont se réfléchir sur la neige ou bien sur la surface réfléchissante, par exemple l'eau ou bien le bitume ou bien n'importe quelle surface réfléchissante. Considérons le rayon réfléchi. Le rayon réfléchi, il va être polarisé rectilignément, bien sûr, si l'angle d'incidence est égal à l'angle de Brewster. Donc, si je place une grille métallique, ou bien l'équivalent d'une grille métallique, ou bien un filtre polarisant, ou bien un film polarisant, ce film, si les fils sont horizontaux, donc il va bloquer
ce champ-là et l'observateur ne verra pas la réflexion sur la surface réfléchissante. Il ne verra que le rayon incident. Et bien sûr, même le rayon incident, la grille va éliminer toute la polarisation horizontale et ne laisse passer que le champ à polarisation verticale. Donc en fait, en se basant sur le fait que la réflexion polarise la lumière, il suffit de placer un film ou bien une grille pour bloquer l'onde réfléchie. Et ceci trouve son application dans les lunettes anti-éblouissement ou bien les filtres polarisants. Et c'est une application très importante parce qu'elle permet de traiter les images et elle permet aussi d'éliminer tous les phénomènes d'éblouissement dus au phénomène de réflexion, par exemple sur la surface de l'eau ou bien sur la surface de la neige. Comme application pratique du film polarisant et du fait que la réflexion engendre un changement de polarisation, les lunettes anti-éblouissement. Sur cette première image, on voit très bien qu'il y a beaucoup de réflexion sur la surface de l'eau et l'utilisation d'un filtre polarisant permet d'éliminer la réflexion, permet d'éliminer l'éblouissement et de voir une image très nette. Dans ce deuxième cas, nous avons une forte réflexion sur la route et aussi sur le tableau de bord, et l'utilisation d'un filtre anti-éblouissement permet de voir une image nette, et donc c'est une application très pratique et elle est très répandue et elle est très utilisée. Les filtres polarisants sont largement utilisés par les photographes parce qu'ils permettent d'éliminer les éblouissements dus aux réflexions. En effet, le photographe règle l'angle d'incidence, il règle l'axe du polariseur pour éliminer tous les rayons réfléchis sur le pare-brise, comme dans ce cas, pour voir une image nette à l'intérieur de la voiture. Une autre application technique de la notion de polarisation, c'est les analyses médicales ou bien la détermination de la concentration de certaines substances actives, telles que par exemple des solutions contenant le saccharose ou bien le fructose, etc. En effet, certaines molécules chirales ou bien certaines substances actives ont la possibilité de faire tourner le plan de polarisation. En fait, le plan de polarisation, c'est le plan contenant à la fois le champ électrique et le vecteur d'onde. D'accord ? Donc, si je considère une substance chirale, placée par exemple dans un tube de longueur D, si je considère une polarisation rectiligne, telle que le plan de polarisation formé par le champ électrique et le vecteur K est le suivant, si cette onde est transmise à travers cette substance chirale, elle garde la même polarisation rectiligne, mais le plan de polarisation subit une torsion, donc subit une rotation. En fait, l'angle de rotation alpha D, l'angle alpha D de déviation du plan de polarisation, il dépend de la concentration de la solution active, ou bien de la substance contenant les molécules chirales, et il dépend aussi de la distance D parcourue à l'intérieur de cette substance. Et c'est une application utilisée dans le dosage des concentrations, telles que par exemple le saccharose ou bien le fructose. L'appareil qui utilise la déviation du plan de la polarisation pour déterminer les concentrations des sources optiquement actives est appelé polarimètre. Sur cette figure, nous avons le polarimètre. Il est constitué d'une source qui permet d'avoir une polarisation circulaire ou bien une polarisation naturelle, d'un long tube dans lequel on introduit la solution active. C'est un tube dans lequel on injecte la solution active pour différentes concentrations et différentes longueurs. Nous avons là, c'est un oculaire pour l'observation et un goniomètre qui permet de mesurer la déviation. Dans ce cas, nous avons une deuxième version
plus discrète du polarimètre. Sur cette courbe, on représente les valeurs expérimentales obtenues pour différentes concentrations. Pour une solution, c'est le fructose avec une distance D égale à 20 cm. On voit très bien que la courbe est une courbe linéaire et la déviation en degrés est proportionnelle à la concentration en kg par mètre cube. Sur le tableau, on peut choisir par exemple pour une concentration de 60 kg par mètre cube, on a une déviation de moins 11 degrés. Dans ce cas, la pente elle est négative et la déviation elle est négative, bien sûr par rapport à un point de référence. Il y a d'autres solutions qui occasionnent des déviations positives. Donc on obtient une courbe telle que la pente est une pente positive. C'est le cas par exemple du saccharose. L'application la plus intéressante de la polarisation de la lumière, c'est les écrans d'affichage LCD. En effet, sur cette figure-là, nous représentons le principe de base d'un afficheur LCD. En effet, il est composé par un éclairage arrière, un premier polariseur d'axe vertical, une cellule de cristal liquide, un deuxième polariseur d'axe horizontal et bien sûr d'une vitre de protection de la cellule de cristal liquide. En effet, la polarisation de l'éclairage arrière est une polarisation elliptique, circulaire ou naturelle. Donc, le premier polariseur ne laisse passer que le champ de polarisation verticale qui va se propager à l'intérieur de la cellule de cristal liquide. Cette cellule de cristal liquide est composée de molécules de cristal liquide qui ont la possibilité de faire la rotation du plan de polarisation. On choisit la dimension et la technologie de cette cellule de façon à avoir une déviation qui fait pi sur 2. Donc à la sortie de la cellule, le champ n'est plus vertical, mais il est plutôt horizontal. Et donc, puisque l'axe de polariseur P2 est horizontal, donc la lumière, elle va passer et on va voir un écran clair et allumé. L'affichage se fait de cette façon et bien sûr cette cellule elle est commandée électroniquement pour agir sur son pouvoir rotatoire. L'éclairage de la face arrière se fait par les LED, bien les LED organiques. Avant on utilisait des petits néons. Donc le premier polariseur P1 polarise le champ parallèle à son axe. La cellule de cristal liquide, avec son pouvoir rotatoire, fait tourner le champ de 90 degrés. Et à la sortie, le champ est parallèle à l'axe P2, qu'on appelle le polariseur P2, ou bien ce qu'on appellera par la suite l'analyseur. Et donc, dans cette configuration-là, l'écran, il est clair. En effet, la cellule du cristal liquide est commandée électriquement pour agir sur son pouvoir rotatoire. Donc si on applique une tension V aux bornes de cette cellule, une tension V par le système de commande de cette cellule, on détruit le pouvoir rotatoire à l'intérieur et le champ initialement polarisé verticalement va traverser la cellule en gardant sa polarisation verticale. Et lorsqu'il rencontre le deuxième polariseur qui possède une polarisation horizontale, donc le champ ne peut pas traverser ce polariseur et l'onde transmise, elle est nulle. Et donc, on obtient un écran sombre. La tension V, elle est modulable et elle peut passer d'une valeur maximale pour garder la même polarisation à une valeur intermédiaire pour détruire partiellement le pouvoir rotatoire. Et donc, on peut passer, dans ce cas-là, du sombre au gris. Et si on annule la tension V, la cellule retrouve son pouvoir rotatoire complet et on obtiendra un écran clair. C'est le principe donc de l'affichage de l'écran LCD. Donc finalement, le principe
c'est en utilisant le pouvoir rotatoire que possède le cristal liquide sur le champ, sur le plan de polarisation du champ électrique. Bien sûr, il faut noter une chose, c'est que ce pouvoir rotatoire, il est différent du pouvoir rotatoire que nous avons observé lors du polarimètre. Nous avons dit que l'affichage LCD est basé sur la modulation du pouvoir rotatoire d'une cellule à cristaux liquides. Maintenant, si on revient à un écran LCD, en fait, l'écran LCD est subdivisé en petits pixels. Chaque pixel est constitué de 3 cellules à cristaux liquides. Et devant chaque pixel, on place un filtre RGB, rouge, vert et bleu. Et l'électronique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va commander chaque cellule, et donc à chaque cellule, elle va octroyer un pouvoir rotatoire, donc elle va moduler la longueur, l'intensité de la lumière qui traverse la cellule. Si on prend ce cas, la première cellule, on n'applique pas une tension, donc elle a un pouvoir rotatoire complet et on place devant cette cellule un filtre rouge. Je prends la deuxième cellule par exemple, j'applique une différence de potentiel nulle, donc pouvoir rotatoire maximum, et j'obtiens un vert d'intensité maximale. Et la troisième cellule, on n'obtient pas de couleur. Donc la couleur obtenue, c'est le rouge et le vert. En agissant sur les différentes intensités, on peut moduler l'intensité de chaque pixel, rouge, vert et bleu, et donc obtenir chaque couleur. Donc, bien sûr, chaque écran est subdivisé en un nombre de pixels, et le HD, le Full HD, le 4K, etc. Donc, c'est au niveau du nombre de pixels par centimètre carré que ça se joue. Donc, l'essentiel, c'est que l'écran LCD est formé de pixels. Chaque pixel contient 3 cellules. Chaque cellule est, devant chaque cellule est placé un filtre, soit rouge ou bien vert ou bien bleu, et on commande chaque cellule indépendamment de l'autre. Et donc, si on agit sur l'intensité de la tension de commande de chaque cellule, on module l'intensité des couleurs qui la traversent, et si on module l'intensité du rouge, du vert et du bleu, on va obtenir la couleur désirée au point bien déterminé de l'image. C'est le principe de l'affichage de l'écran LCD, basé sur le changement, la déviation du plan de polarisation par la cellule de cristal liquide. Avant d'entamer l'application de la polarisation sur la photographie 3D ou bien le cinéma 3D, nous allons essayer un peu de voir comment notre vision se fait. En effet, notre vision est dite stéréoscopique. Nous allons faire une petite expérience. On va placer notre doigt devant nous et on va fermer alternativement l'œil gauche puis l'œil droite. Qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir que l'œil droite va voir une image décalée à gauche par rapport à l'axe de la vision, et l'œil gauche va voir une image décalée à droite par rapport à l'axe de la vision, tracé ici en bleu, c'est l'axe de la vision. Ce décalage est de l'ordre de 6,5 cm. Cette distance, elle est de l'ordre de grandeur de la distance entre les deux yeux. Et ce décalage est dû au fait que les deux yeux ne sont pas placés sur le même axe, ils sont décalés d'une distance d'à peu près 6,5 cm. Le cerveau, par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va visionner l'image finale en fusionnant les deux images, celle de l'œil droit et celle de l'œil gauche, et nous allons avoir une seule image, et cette image est une image tridimensionnelle. Donc nous pouvons voir la profondeur de l'image et les distances et le décalage et une vision tridimensionnelle. Donc pour créer une image 3D, la technologie va envoyer deux images à notre cerveau, une à l'œil droit et l'autre à l'œil gauche.
Bien sûr, ces deux images seront décalées d'une distance de 6,5 cm. Ainsi, le cerveau va fusionner les deux images et nous allons avoir une vision tridimensionnelle. Sur cette vidéo, j'explique davantage l'effet de la vision 3D. En effet, la distance entre les yeux, elle varie entre 5,9 et 6,5 cm. Et donc, on voit très bien qu'il va y avoir un décalage. Et le cerveau va fusionner les deux images pour avoir finalement une image 3D. Donc, la technologie va essayer d'envoyer deux images à nos yeux, et ceci en utilisant des caméras avec un design un peu spécial. C'est une caméra qui contient deux objectifs décalés d'une distance de l'ordre de la distance entre les deux yeux. Et c'est là où intervient la polarisation. Nous allons envoyer une image avec une polarisation verticale et une image avec une polarisation horizontale. On voit ici le design des caméras utilisées pour les films 3D. En effet, la distance entre les deux objectifs, c'est à peu près la distance entre les deux yeux. Bien sûr, le design il est un peu spécial. Donc, on crée deux images. Une qui aura une polarisation verticale et une qui aura une polarisation horizontale. Et au niveau des yeux, on placera un filtre polarisant, plutôt deux filtres polarisants, un filtre pour l'œil gauche et un filtre pour l'œil droit, l'un avec une polarisation verticale par exemple et l'autre avec une polarisation horizontale. Donc les deux images créées pour l'imagerie 3, pour le cinéma 3D, une image qui possédera une polarisation horizontale et une image qui possédera une polarisation verticale. Donc c'est au niveau de la projection. Le premier projecteur va envoyer une image avec une polarisation horizontale. Le deuxième projecteur va envoyer une image avec une polarisation verticale. Il va y avoir une réflexion au niveau de l'écran de projection. Par exemple, dans ce cas, l'image polarisée verticalement va se projeter sur l'œil gauche. L'image polarisée horizontalement va se projeter sur l'œil droit. Et au niveau de la vision, le spectateur, il sera muni d'une lunette avec des filtres polarisants. Donc, dans ce cas, le filtre polarisant gauche, c'est un filtre dont l'axe est vertical, il ne laisse passer que l'image verticale. Le filtre polarisant de l'œil droit, il ne laisse passer que l'image avec une polarisation horizontale. Et donc, on a les deux images au niveau du cerveau, une polarisée verticalement et l'autre elle est polarisée horizontalement avec un décalage de 6,5 à peu près de 6,5 cm. Donc on verra, le cerveau va fusionner les deux images et on aura une vision tridimensionnelle. Sur ce film, nous allons résumer le principe de la vision. Donc nous allons là une projection avec une polarisation verticale, là une projection avec une polarisation horizontale. Voilà, c'est le principe de la projection 3D. Voilà. La distance entre les deux, c'est de l'ordre de la distance entre les deux yeux. Et au niveau du spectateur, muni d'une lunette de vision, c'est l'une, elle va observer une polarisation verticale et l'autre, elle va observer une polarisation horizontale. Et c'est ainsi qu'on observe la profondeur des images et une cinéma tridimensionnel.
Donc, on voit très bien que la polarisation, c'est un principe qui est très simple et qui possède beaucoup d'applications technologiques et des applications à la pointe, comme par exemple l'affichage LCD, comme le cinéma 3D, comme les filtres anti-éblouissement. Il y a aussi d'autres applications, par exemple la microscopie avec un filtre polarisant. Elle permet d'identifier les minéraux dans les roches. On peut aussi, en utilisant la polarisation, observer les astres et les étoiles et distinguer l'existence des poussières interstellaires parce que ces poussières ils polarisent la lumière. Donc, ce changement de polarisation nous indique, par exemple, l'orientation des disques entourant les étoiles, l'aplatissement de l'étoile, et est-ce qu'il existe un champ magnétique fort ou non? Parce que le champ magnétique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va polariser, il va orienter, par exemple, les poussières conductrices. Il va créer un genre de grille qui va changer la polarisation de la lumière. Il y a aussi d'autres applications telles que la détermination des contraintes dans les matériaux et aussi la détection automatique de la position utilisée par les radars et l'aviation. Donc c'est un principe qui est simple mais qui possède beaucoup d'applications technologiques. En final, j'espère que j'ai balayé à peu près les applications technologiques les plus pertinentes et les plus remarquables de la polarisation. Il y a beaucoup d'applications de la polarisation pour la détermination des épaisseurs, pour la détermination des propriétés des matériaux, etc. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.